Sébastien Lajoie, inspecteur en bâtiment. Bienvenue au podcast. Merci Chantal, merci. Sébastien, parle-nous quelques secondes de toi. C'est quoi ton parcours? Tu viens d'où? J'ai toujours été dans le domaine de la construction depuis tout près des 20 dernières années. Dans le fond, moi, ce que je faisais, j'étais en aménagement paysager pendant 15 ans. Mhm. Et puis, pendant la période morte en aménagement paysager, pardon, de ce qui est de novembre à avril, en fait, je faisais la construction-rénovation. OK. Durant cette période-là, par exemple, j'ai travaillé pendant 2 ans pour un employeur en construction-rénovation, 2 ans à temps plein. Donc, je te dirais, depuis les 15-16 dernières années, là, j'ai toujours été dans le domaine de la construction. J'ai toujours été quelqu'un aussi qui aimait ça apprendre. Donc, aussitôt qu'il y avait quelque chose qui sortait de nouveau, j'allais m'informer sur les méthodes d'installation et tout. Donc c'est ça. Puis, qu'est-ce qui t'a amené à devenir inspecteur? T'aimais ça apprendre, ce que t'aimais? Pourquoi faire le switch? Le switch, premièrement, la première raison, c'était que lorsque je me levais le matin, je suis tout jeune, en tout cas, je pense que je suis tout jeune, j'ai à peine 36 ans, puis je me réveillais le matin, puis j'avais de la misère à me lever, j'avais mal partout parce que j'ai toujours fait un travail physique, puis j'ai fait beaucoup de sport de contact aussi étant plus jeune. Puis après discussion avec ma conjointe, ça faisait quelque temps que je pensais à retourner à l'école, mais j'avais la crainte un peu de tout abandonner, de retourner à l'école, faire une technique au cégep qui était 3 ans. Donc, de mettre ma vie sur pause pendant 3 ans, je trouvais ça un peu que ça allait pas fonctionner, en fait. Puis, j'ai entendu parler d'un collège d'enseignement immobilier à Montréal qui donnait la formation d'inspecteur en bâtiment au privé, mais qui la donnait en format accéléré. Donc, j'ai pris les informations. Puis, en janvier 2018, je me suis inscrit à la formation. Donc, je suis inspecteur en bâtiment depuis tout près d'1 an et demi. Wow. J'ai toujours entendu parler d'immobilier, par contre, dans ma vie. Ma conjointe, avec qui je suis depuis tout près de 10 ans, est dans le domaine de l'immobilier. Donc, j'entendais toujours parler d'immobilier. C'est un travail que j'ai longtemps aussi pensé à faire le changement. Là. Puis, as-tu moins mal là, depuis que tu es inspecteur? Le matin quand tu te lèves? Un peu, mais j'ai pris du poids. C'est vrai, hein? Ça fait que on marche, mais on lève moins de choses, là. Exactement. All right. Ben, c'est cool. Ben, en fait, moi, aujourd'hui, ce que je voulais faire avec toi, Sébastien, c'était vraiment d'aller chercher dans ton cerveau, là, toutes les informations que je trouve qui seraient vraiment utiles, pas nécessairement pour les acheteurs, oui, les acheteurs, mais aussi pour les vendeurs. Parce ce que je remarque souvent, c'est que les vendeurs sont beaucoup surpris de ce qui ressort dans les inspections de leur propre maison. Comme par exemple, il y a tout le temps une coupe de fissures qui ne savait pas qu'elle était là, un petit peu de noir dans l'entretoit. Tu sais, c'est toutes des affaires, ils étaient convaincus qu'ils connaissaient leur maison, mais l'inspecteur, ils vont tellement creux là, dans le bâtiment, ils vont tellement fouiller qu'on trouve des choses. Fait que je trouvais que c'était bon qu'on fasse ce podcast ici pour préparer les vendeurs à leurs propres inspections ou du moins la maintenance de leur propre bâtiment pour qu'ils vivent dans leur maison longtemps sans problème. Qu'est-ce que tu en penses? Parfait, allons-y. C'est bon. OK, fait que je me suis fait une liste de toutes les affaires que je trouve qui, dans les inspections, ressortent le plus souvent, qui sont souvent les plus grosses surprises. D'accord. Fait que la première, je viens de la mentionner, c'est les fameuses fissures. Ouais. Fait que, parle-nous des fissures. Est-ce que les fissures, c'est quoi? Normal? Est-ce qu'on devrait s'inquiéter? Quelle sorte de fissures devraient nous inquiéter? On t'écoute. Puis qu'est-ce qu'il faut faire pour régler le problème quand on a des fissures? Pour régler le problème, ça va être la meilleure solution, je peux vous dire, pour régler le problème des fissures, ça serait de contacter une entreprise spécialisée en réparation de fissures. Ne pas acheter n'importe quel produit qu'ils vendent dans les magasins à grande surface qui vont être écrits dessus réparation de fissures. Non, ça. Du moins, je ne recommande pas qu'on fasse ça. Il faut toujours faire affaire avec des professionnels dans la vie pour s'assurer que le travail soit bien fait, mais aussi pour avoir des garanties sur les réparations. Les garanties, ça c'est un bon point parce que oui, souvent on fait une inspection, on voit que la fissure a été réparée homemade, mais l'acheteur est comme un petit peu stressé quand il n'y a pas un papier ou un document avec une garantie. Moi, quand je vois que ça a toujours été réparé par le propriétaire ou
pas selon les règles de l'art, je vais demander pas une expertise, mais un correctif par une entreprise spécialisée en réparation de fissures ou en autres composantes pour si jamais le problème est sur une autre composante. Par contre, fissure normale, j'aime vraiment pas le terme fissure normale. Une fissure n'est jamais normale. Toute fissure est un risque d'infiltration d'eau et d'agrandissement au cycle de gel-dégel. Donc, aucune fissure ne devrait être considérée normale. Par contre, il y a des fissures qu'on peut appeler de type de fissures de retrait, qui vont être des fissures qui vont apparaître lorsque le béton va prendre sa curve de séchage. Donc, ça va être au décoffrage du béton. Lorsque le béton va sécher, il peut avoir des fissures, des minimes fissures qui vont apparaître. Ces fissures-là vont apparaître où? Ils vont apparaître aux endroits les plus fragiles. Donc, ça va être dans les coins des ouvertures, que ce soit des portes ou des fenêtres situées au sous-sol. Ces fissures-là se doivent être colmatées, bien sûr, parce que ça reste un risque d'infiltration. Par contre, c'est les seules fissures, entre guillemets, que je pourrais dire qu'elles sont normales, mais elles doivent être réparées. Lorsqu'on va voir une fissure qui va être d'une largeur assez importante, je vous dirais plus de... lorsqu'on peut rentrer, là, je vous donne un exemple, là, ça peut paraître drôle, mais lorsqu'on peut rentrer 2,25 sous dans une fissure. OK. 2,25 sous. 2,25 sous dans une fissure, ben, c'est pas que c'est plus bon parce que toute fissure doit être réparée. Mais lorsqu'on peut rentrer 2,25 sous, là, il y a une urgence à y avoir pour la réparation. Urgence d'infiltration d'eau. Urgence d'infiltration puis de mouvement aussi, là, parce que la fissure peut aller jusqu'à la semelle de fondation. Ça, on peut pas ça. Là, on veut vraiment pas que la fissure soit jusqu'à la semelle. Donc, c'est pour ça que c'est important de la faire évaluer par une personne compétente. Lorsqu'on va avoir aussi une fissure de fondation qui va être assez large et qu'elle se prolonge dans, par exemple, un revêtement de briques et qu'on va voir une lézarde dans le revêtement de briques. Donc, une lézarde va être une fissure en escalier dans les joints de mortier de la brique. Ça, c'est un signe de probablement un tassement au niveau de la fondation. Par contre, il y a plein de choses qui viennent en ligne de compte, mais ça va vraiment me donner une idée il y a quelque chose qui se passe avec la fondation. Il faut faire évaluer le tout par des professionnels. J'avais déjà entendu dire que la lézarde dans la brique, c'est une chose, mais si on voit bord en bord à travers de la brique une ligne, là, on a vraiment un gros problème. On a un gros problème, effectivement. OK, fait qu'une lézarde est peut-être plus réparable, si on veut que... Oui, exactement. Puis surtout une lézarde aussi. Souvent, on va voir des lézardes dans le bas des fenêtres. Lorsqu'on a des allèges de fenêtres en briques, souvent, c'est les allèges de fenêtres en briques, faut juste comprendre que les joints de mortier dans le milieu, c'est pas 100% imperméable. Ça l'absorbe l'eau et l'eau peut s'infiltrer. Donc, l'eau va finir par s'infiltrer par ces allèges-là et peut aller derrière le revêtement de briques et avec les cycles de gel-dégel, venir faire une pression sur la brique qui va faire en sorte que ça va se tasser un peu. Donc, qu'est-ce qui est plus fragile entre la brique et le joint de mortier? C'est les joints de mortier. Donc, ils vont pouvoir se tasser un peu. Donc, ils vont peut-être avoir une apparition de légères lézardes dans les briques. Par contre, lorsque le mortier est complètement parti et qu'on voit vraiment derrière le mur, il y a urgence. Effectivement. Effectivement. Donc, si on peut recommander aux vendeurs de toujours, quoi, une fois par année, faire le tour de sa maison puis mettre des 25 sous dans les cracks, c'est ça? Effectivement, oui, mais je dis le 25 sous, ça, c'est juste un guide personnel que j'ai, parce que toute fissure, comme j'ai dit au début, là, toute fissure se doit d'être colmatée. Il n'y a aucune fissure qui est normale. What about, excuse-moi, je parle en anglais, et pour ce qui est des fissures, on appelle ça comme des fissures dans le crépi, des fissures de surface, là, tu sais. Ouais. Est-ce qu'une fissure dans le crépi nécessairement indique qu'il y a une fissure en arrière du crépi? Non. Non. Il peut y avoir juste un décollement, un détachement du crépi. Moi, en inspection, j'essaie d'aller voir le plus loin possible derrière le crépi sans arracher le crépi complet. Par contre, je vais me permettre à certains endroits, lorsque je vois que le crépi va tomber automatiquement, écoute, un coup de vent, puis il tombe, je vais l'enlever. Je vais aviser les gens, écoutez, ici, on est conscient, le crépi est sur le point de tomber, je vais l'enlever pour voir en arrière. La plupart des gens, même souvent les vendeurs, me disent, oui, vas-y, j'aime mieux que tu l'enlèves que puis tu vois quelque chose en arrière, que tu l'enlèves pas, puis que j'ai des problèmes par la suite.
Mhm. Moi, je vais aller voir derrière le crépi. C'est bon. Faut juste comprendre une chose, le crépi n'est pas obligatoire dans le cas du bâtiment. Le C'est ça. crépi a un rôle esthétique seulement. Par contre, quand il est appliqué, il faut qu'il soit appliqué de la bonne façon pour éviter que l'eau puisse s'infiltrer à l'arrière et avec les cycles de gel-dégel, encore une fois, favorise un détachement du crépi sur la fondation. Fait qu'on s'assure que le crépi est toujours en bonne condition, qu'il n'y a pas de fissure, qu'il n'y a pas de détachement. Puis lorsqu'il y en a, on procède au correctif pour éviter que la situation s'aggrave, qu'en fait, que le crépi tombe au complet. Mm-hmm. Mon opinion, c'est que tous les vendeurs, avant de mettre leur maison à vendre, devraient faire le tour de leur bâtisse avec leur courtier au sang, chercher les fissures si c'est possible. L'hiver, des fois, c'est pas possible. Puis si c'est le temps de l'année où on peut les faire réparer avant la mise en vente. Parce que je trouve que c'est souvent une munition que les acheteurs vont utiliser pour essayer de baisser le prix après. Ceci dit, les réparations de fissures que j'ai vues par professionnels, incluant l'excavation, c'est pas des sommes extraordinaires. Comme beaucoup de gens pensent que c'est dans les milliers de dollars. Une belle fissure là, avec excavation, une belle réparation, on parle de 800, 900 dollars souvent là, dépendamment des compagnies. Fait que ça vaut la peine. L'acheteur va en parler. Fait que faites-le faire avant votre mise en vente là. Vous allez juste vous enlever une munition puis vous allez devoir la payer cette réparation-là probablement anyway. Exactement, parce qu'on va, je m'exclus, mais les acheteurs vont revenir probablement avec une baisse de prix à cause du nombre de fissures qu'ils ont découvert. Donc, investissez quelques centaines de dollars pour faire réparer vos fissures par une entreprise spécialisée en la matière. Avec facture. Avec facture et documents à l'appui, puis ça va rassurer tout le monde dans votre transaction-là. Donc, soyez pas négligents sur cette facette-là de la transaction. Là. Les fondations, en fait, c'est ce qui est le plus important sur un bâtiment, là, c'est vos pieds, c'est les pieds du bâtiment. Si vos pieds sont pas en bonne condition, on n'avancera pas dans la vie. Donc, c'est la même chose pour votre maison. Si la fondation est en mauvaise condition, notre amie Marie-Hélène, qui est podiatre en commun, elle serait bien contente de t'entendre parler. Je vais garder cette phrase-là pour elle, d'ailleurs. C'est bon. OK, fait qu'on a parlé de fissures. Je pense que c'est clair là, pour les gens. Faites réparer vos fissures ou au moins faites-les checker par un professionnel, parce que c'est vrai que des fois, le professionnel, il va passer et il va dire ça vaut peut-être pas la peine, mais c'est eux qui vont trancher la question. Right. Parlons de... Là, on a passé pas mal de temps, mais c'était le point le plus important, je trouve, les fissures. Là. Un autre point qui revient souvent, c'est la toiture. Oui. Là, les toitures, honnêtement, c'est assez simple. Quand on peut les voir, on peut souvent estimer combien d'années qui restent. Là. Qu'est-ce qui arrive avec une toiture qui frise? C'est quoi les dangers? Les dangers, ça va être la première chose, ça va être les infiltrations d'eau, vraiment. Une toiture qui frise, c'est certain qu'une toiture qui frise va être due pour être remplacée. Donner un nombre d'années de durée de vie, moi, personnellement, je m'avance pas sur ça. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'impondérables dans la vie. Jamais je vais dire, puis je parle en mon nom personnel à moi, peut-être qu'il y a des inspecteurs qui le font, mais il y a des inspecteurs peut-être qui sont d'anciens couvreurs, donc eux sont plus habitués de travailler avec ce type de matériaux-là. Par contre, moi, je ne m'avancerai pas sur dire, écoutez, votre toiture, elle est bonne encore au moins 3 ans. Pourquoi? Parce que s'il y a une infiltration l'année suivante, mais ça va être ma responsabilité à moi parce que je vais y avoir dit qu'elle était bonne encore 3 ans. Par contre, je vais recommander de la faire évaluer, c'est certain, par un maître couvreur. Il y a plein de facteurs qui viennent en ligne de compte pour les toitures qui frisent. Il y a soit la fin de la durée de vie, soit la mauvaise ventilation de l'entretoit. On va en parler plus tard de l'entretoit, je pense. Mm-hmm. Puis il y a la façon qu'elle a été installée aussi. Ça, c'est toutes des choses on peut voir en inspection. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a accès au toit, on accède au toit, peu importe le type de pente, à moins que ça soit vraiment trop dangereux pour notre sécurité. On va la regarder avec une échelle appuyée sur le rebord du toit. On a accès à l'entretoit, donc on va tout voir les signes d'infiltration et on va voir la ventilation aussi. La ventilation joue un rôle important dans la durée de vie d'une toiture. Donc, pour résumer le point de la toiture, une toiture qui frise est à remplacer. OK. Frise est à remplacer. Est-ce que c'est ça le signe ou il y a d'autres signes? Je pense que vous grattez, il y a une couple d'affaires que vous faites. Là? Quand je vais monter sur la toiture, je vais regarder, la première chose que je regarde, c'est à l'intérieur de la gouttière. S'il y a plein de granulats à l'intérieur de la gouttière, c'est un signe que la toiture est en fin de vie. Ensuite, je vais regarder sa dureté. Lorsque je vais la soulever,
un peu pour voir l'installation, s'il y a un larmier ou une membrane de départ. Je vais la soulever sur le rebord. Si je sens qu'elle veut craquer, c'est qu'elle est en fin de durée de vie aussi. OK. Ensuite de ça, je vais la regarder dans son ensemble. Je vais voir les joints, à quel endroit ils ont été faits et tout. Donc, ça va me donner plusieurs indices sur la qualité de l'installation, puis sur est-ce que la toiture est vraiment à remplacer ou pas. Par contre, jamais, comme j'ai dit, je pense que je ne répéterai pas assez, une durée de vie d'une composante, on ne mentionne pas ça en inspection parce qu'il y a trop d'impondérables. OK. Je ne pousserai pas. Tu n'es pas cowboy, puis j'apprécie ça. OK, fait que là, on a parlé de la fondation, on a parlé de la toiture, descendons. Normalement, on est supposé de monter, moi, j'aime ça descendre. Fait que là, parce qu'on parlait de toiture, parlons de l'entretoit. Oui. Puis juste pour les vendeurs, là, rappelez-vous, si vous voulez inspecter vous-même votre maison, vous montez sur le toit, vous faites exactement ce que Sébastien fait, vous checkez les gouttières, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, puis vous pliez un petit peu le bardeau pour voir s'il craque. Exactement. Encore, Les gouttières, est-ce qu'on va en parler plus tard ou on peut faire juste une petite... Allons-y avec les gouttières. Allons-y. Les gouttières, on nettoie ça 2 fois par année. On les nettoie au printemps. Lorsqu'on va racler les feuilles sur le terrain, il commence à faire beau, on est content. Actuellement, on n'a que ça à faire pour certaines personnes, de passer du temps à l'extérieur dans notre cour. Donc, profitez-en, montez sur le toit, regardez vos gouttières, assurez-vous que les pentes d'écoulement d'écoulement, sont adéquates, qu'il n'y a pas d'eau stagnante à l'intérieur et puis qu'elles sont libres de tout débris. Okay. Donc, ça, on fait ça au printemps, puis on va faire ça à l'automne aussi. À l'automne, on va s'assurer qu'après la tombée des feuilles, qu'elles ne soient pas bloquées, que les descentes pluviales ne soient pas bloquées par des feuilles. On va en avoir besoin à l'automne, il pleut beaucoup, donc on a besoin des gouttières performantes et adéquates. Les descentes pluviales, on les éloigne le plus possible des fondations. Selon la SCHL, on devrait les relier à des connecteurs qui éloignent l'eau environ à 1,5 mètres des fondations. Pourquoi? Parce que si drain de fondation il y a, donc ici un drain français, donc s'il y a un drain français, parce que ce n'est pas tous les bâtiments qui en ont, son rôle à lui, c'est de gérer l'eau autour du bâtiment. Il y en a déjà assez comme ça de travail. On n'est pas obligé d'y rajouter l'eau du toit en plus. Donc, on éloigne les descentes pluviales le plus possible des fondations, puis on s'assure que les pentes de sol écoulent l'eau loin des fondations, qui ne rapportent pas l'eau aux fondations. Puis vous allez éliminer beaucoup de problèmes comme ça. Oui, on a vu des infiltrations d'eau sous-sol qui ont été réparées juste par la petite rallonge à 4 piastres chez Renault. Exactement. Puis on les éloigne à 1,5 mètre des fondations. 1,5 mètres. Avez-vous compris? 1,5 mètres. Mais en tout cas, moi, je suis à Laval, puis on a eu des inspecteurs qui ont passé pour vérifier, pour justement pas surcharger nos pluviales. Exactement. Fait que, voilà. OK. Fait que, donc, moi, j'ai l'habitude de nettoyer mes gouttières aux 5 ans. Fait que, merci, Sébastien. Même moi, j'apprends, là, avec tout ça. OK. Fait que là, rentrons dans l'entretoit. On s'en va dans le toit, oui. Qu'est-ce qu'on regarde? Lorsqu'on va rentrer dans un entretoit, on va regarder le type. Est-ce que tu parles en inspection ou pour le vendeur? Si le vendeur veut si le vendeur veut se préparer, oui, je pense qu'il devrait rentrer dans son entretoit s'il est capable ou envoyer son petit gars de 12 ans avec une caméra, là, je pense. Mais qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche? On va chercher tout signe d'infiltration d'eau ou d'intrusion d'insectes nuisibles aussi. Oui, les insectes grimpent après le revêtement. Les animaux aussi, on les connaît tous, on n'a pas besoin de les nommer, peuvent s'infiltrer par peu importe la petite craque, aussi minime soit-elle, peut s'infiltrer et faire des dommages dans l'entretoit. Ouais. Que ce soit des rongeurs qui vont ronger des câblages électriques ou des éléments de structure. Donc, on n'en veut pas. Donc, on va regarder tout signe d'infiltration d'eau sur le support de couverture et sur les fermes de toit. On va regarder aussi s'il n'y a pas des ouvertures pouvant laisser passer les animaux nuisibles, comme que j'ai mentionné tantôt. On va regarder aussi la ventilation. La ventilation qui joue un rôle vraiment primaire pour la durée de vie de la toiture. Aujourd'hui, la plupart des bâtiments ont des ventilateurs statiques, communément appelés maximum. Tous les gens, si je parle d'un maximum, les gens vont tous savoir c'est quoi. Un ventilateur, ça s'appelle un ventilateur statique. Donc, lui, son rôle, c'est d'aspirer l'air pour permettre une ventilation. Il va aspirer l'air où? De la partie la plus basse possible, qui est les soffits. Donc, c'est important d'avoir des soffits qui sont perforés et
dégagé de tout isolant ou de tout matériau pour permettre au ventilateur statique de bien aspirer l'air par les soffits. Lorsqu'on va mettre un je vais juste faire une pause, là, Sébastien, pour les vendeurs. Là. Oui. La façon de le savoir, Oui. c'est que les soffits, là, juste expliquer c'est quoi les soffits, là, c'est la perforation qui est comme en dessous. Exactement, c'est le débord de toit qui va, vous avez votre maison comme ça ici, bon, mais le débord de toit va être comme ça ici, va dépasser votre maison, il va s'en aller, je donne l'exemple d'un pignon, mais il va s'en aller comme ça ici, il va dépasser votre maison. Donc ici, vous avez vos soffits qui sont perforés et vous avez en dessous, là, pour ceux qui écoutent et qui ne regardent pas Sébastien. En dessous, exactement. Donc, l'air va être aspiré par les soffits qui sont les débords de toit et va être évacué par le dessus de votre toiture. Donc, ça va permettre une ventilation de votre toit. J'ai un schéma, par contre, si jamais il y a possibilité qu'on mette un schéma dans le vidéo, je pourrais vous envoyer le schéma qui démontre vraiment bien la bonne méthode de ventilation. Exact. Puis la façon de voir si les soffits sont débloqués, là, c'est de voir la lumière, c'est ça? Exactement. Lorsqu'on entre dans l'entretoit, on va rentrer sans lumière. On essaie de prendre une journée qui est ensoleillée. On fait ça en début d'après-midi. Souvent, le soleil est à son zénith, donc il est au plus haut, donc il va bien éclairer. On rentre dans le toit, on éteint tout ce qui est lumière d'iPhone, lampe frontale, lampe de poche, on éteint tout et on rentre et on observe. On va faire le tour de notre bâtiment complet pour regarder si on voit bien la lumière du jour. Ça va être la façon de savoir si la ventilation est adéquate. L'autre chose, par contre, il faut juste faire un petit peu attention, c'est les bâtiments qui ont été construits avant l'installation des ventilateurs maximum. Donc, les bâtiments des années 80 et début des années 90, on mettait des turbines sur le toit. La turbine qui tourne avec le vent. Elle fonctionnait avec les évents de pignon. Vous avez sûrement déjà vu sur les côtés de maison, dans le haut complètement, souvent dans le revêtement de vinyle ou d'aluminium, on a des fentes qui permettent à l'air de rentrer. Lorsqu'on va mettre un ventilateur statique, ventilateur maximum, avec les soffits dégagés, le ventilateur maximum, lui, son rôle, c'est d'aspirer l'air. Par contre, il est un peu paresseux, lui. Il va aspirer l'air la plus facile à aspirer. Donc, si on ne vient pas obturer les évents de pignon dans l'entretoit, le ventilateur statique, lui, va aspirer l'air des évents de pignon. Donc, la ventilation ne sera vraiment pas adéquate. Donc, on vient, un petit conseil, on rentre dans l'entretoit, on vient le bloquer avec idéalement un pare-vapeur qui va être bien scellé avec un ruban conçu pour cet effet. On vient bloquer les vents de pignon, comme ça, on va concentrer le ventilateur maximum à aspirer l'air des soffits. Exact. Fait que là, si j'ai une turbine, il faut quand même que j'ai ces deux choses-là sur les côtés. Mais si j'ai un maximum, on bloque ça, puis on laisse dégager les soffits. J'ai bien compris? Exactement. OK. Fait que, juste un petit point avant de finir avec l'entretoit. Les signes d'eau. Je pense que les gens, ils savent pas nécessairement comment trouver un signe d'eau. Comment qu'on voit un signe d'eau? Ça va être simplement. Ça va être un cerne d'eau foncé sur le support de couverture. Pour les vieux de la vieille, le support de couverture est appelé communément appelé pontage. Donc, les gens qui écoutent la vidéo, qui ne savent pas c'est quoi un support de couverture, c'est un pontage. Moi, j'appelle ça un plywood. Oui, mais il peut être en OSB aussi, en panneau de copeaux orientés. Okay. Il y a plein de matériaux qui sont homologués pour l'utilisation d'un support de couverture. On va regarder aux endroits, à tous les joints, que ce soit les noues. La noue d'un toit, c'est une partie basse, un joint bas. On va regarder là pour voir. Habituellement, là, quand il y a une infiltration, elle va venir là. Elle va venir dans les joints de toiture, que ce soit dans le pignon ou dans un joint, une noue, donc une partie basse de toit, une jonction. La plupart du temps, les infiltrations vont être à ces endroits-là. OK. Avant qu'on quitte l'entretoit, je voulais juste parler de la fameuse vermiculite. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui, dans les constructions 70, on en trouve souvent. Puis le vendeur a de la misère des fois, il ne sait pas, mais il ne sait pas c'est quoi une différence entre la vermiculite et de la laine minérale, par exemple, parce que les deux, c'est gris, les deux, c'est soufflé un peu. Là. Fait que, juste rapidement, explique-nous c'est quoi de la vermiculite, puis qu'est-ce qu'il faut faire si on en trouve dans une maison. Parfait.
Donc, la vermiculite était utilisée pour ses propriétés isolantes dans les années, juste majoritairement dans les années 70. La vermiculite est d'une couleur grisâtre, un peu gris, beige. Il y a différentes teintes un peu dans la vermiculite. Elle est un peu granuleuse, mais pas à l'état solide. Donc, quand on la prend un peu, elle va être un peu molle, mais c'est comme un peu du granulat. La vermiculite, il y a certaines vermiculites qui peuvent contenir de l'amiante. Donc, c'est important, lorsqu'on voit de la vermiculite, de faire une analyse en laboratoire. Très simple, on prend un échantillonnage qui représente on prend 3 échantillons dans l'entretoit. On va le porter à une entreprise qui fait que ça, qui sont spécialisés en analyse. Et puis, on reçoit le test, le résultat du test par la suite. L'amiante, on devient positif à l'amiante à 0,1%. Donc, l'amiante, il n'y a vraiment pas de chance à y prendre. Donc, c'est important, si vous voyez de la vermiculite dans votre entretoit, là, je parle pour les vendeurs, faites-la analyser avant la mise en marché de votre bâtiment. Comme ça, vous allez avoir un document qui vient prouver que votre vermiculite, elle est libre d'amiante. Si vous avez de l'amiante à l'intérieur et que vous voulez vendre votre bâtiment, vous allez avoir le document, vous allez pouvoir le déclarer dans le formulaire de déclaration du vendeur. Puis par la suite, votre courtier immobilier va pouvoir faire le travail adéquat avec ça, puis laissez-le gérer la situation. Là, ils sont habitués à faire ça. Merci Sébastien, parce que oui, la Moses de vermiculite, c'est des affaires qui font tomber des ventes, surtout quand les acheteurs sont mal informés. Mais jamais mettre une maison en vente qui a de la vermiculite qui n'a pas été testée. Je pense que ça va être un must dans la transaction de le faire tester. Fait que pourquoi attendre? Faites-la tout de suite. Puis c'est pas quelque chose qui est super dispendieux. Non. Si on le fait par nous-mêmes, comme Sébastien a dit, c'est quelques centaines de dollars pour faire tester de la vermiculite. C'est pas cher, puis ça prend quelques jours. Là. Puis il va y avoir une certification. Appelez-moi si vous voulez plus d'informations, parce qu'il y a différentes méthodes de testage. Il y a aussi une compagnie officielle qui peut venir prendre les échantillons. Comme ça, on peut vraiment certifier que c'est une partie externe, un tierce partie qui a fait de l'échantillonnage, puis pas nous autres qui ont été dans une autre maison qu'on connaît qu'elle est négative. Tu sais, fait que l'idéal, ça serait ça, là, mais c'est pas nécessaire. Si vous voulez commencer par le faire vous-même, puis l'acheteur veut pousser plus loin, l'acheteur pourrait le faire aussi. Là. Fait que c'est du cas par cas, je dirais. Exactement. Puis, petit conseil pour les vendeurs, si vous avez une maison qui a été construite dans les années 70, que vous rentrez dans l'entretoit et que vous voyez un nouvel isolant, poussez un peu plus loin, soulevez votre isolant un peu, allez dans les endroits qui sont plus difficiles. Faites pas juste soulever à côté de la trappe pour voir si autrefois il y avait de la vermiculite. Allez dans les coins où ce que la personne a fallu qu'elle se mette à plat ventre pour aller enlever la vermiculite. Souvent, vous allez en trouver dans ces coins-là. Et puis, vous allez pouvoir prendre l'échantillon qui reste dans ce coin-là et la faire analyser. Parce que même s'il en reste une partie minime, s'il en reste et qu'elle contient de l'amiante, elle est contaminée quand même. Donc, c'est important là, de s'assurer. Moi, ce que je fais en inspection, la plupart des inspecteurs aussi vont procéder comme ça, c'est que je vais faire 4 vérifications dans l'entretoit à des endroits stratégiques. Donc, je ne ferai pas les vérifications en plein centre. Je vais aller sur le bord complètement, encore une fois, à plat ventre, pour aller soulever l'isolant pour voir qu'est-ce qu'il y a en dessous. Et malheureusement, ça m'est arrivé la plupart du temps. J'en ai trouvé dans ces coins-là. Là, donc. Ouais. Excellent. On parlera pas trop de vermiculite, ça touche pas tout le monde, mais si vous pensez que vous n'avez, votre maison date de ces années-là, investiguez avant de mettre votre maison en vente. Vous allez vous sauver vraiment beaucoup de troubles. Parce que les inspecteurs, ils checkent surtout ces années-là. Hein? C'est notre travail. Exact. OK. Là, j'aimerais qu'on parle du système électrique. Oui. OK? Parce que là, je veux aviser les vendeurs que l'inspecteur, il va prendre une drill puis il va ouvrir le panneau électrique, il va vérifier le filage, il va vérifier toutes les prises en général. Fait qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on veut pas voir dans une maison quand on regarde le système électrique? Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va regarder l'alimentation principale de l'extérieur. On va regarder si elle est de type aérienne ou souterraine. Ensuite de ça, lorsqu'on va rentrer à l'intérieur, on va aller au panneau électrique. Le panneau électrique, on va procéder à son ouverture. Par contre, le coffret de branchement ou ce que le disjoncteur principal,
on ne l'ouvrira pas. On va ouvrir seulement où on a les disjoncteurs avec les branchements. Ce qu'on va regarder à l'intérieur, on va regarder la compatibilité entre les câblages et les disjoncteurs. On va regarder les signes de surchauffe et les anomalies aussi, les multiples branchements, des choses comme ça. Donc, si jamais il y a quelque chose qui a été fait par une personne qui n'est pas maître électricien, habituellement, on va réussir à trouver, là, que ce soit par un disjoncteur qui est doublé ou que ce soit par un câblage non adéquat sur un disjoncteur. Donc, la compatibilité ne serait pas adéquate. On va regarder aussi pour la présence de câblage de type aluminium. Le câblage d'aluminium, juste petite parenthèse, il n'est pas interdit. L'aluminium n'est pas interdit communément à ce que la majorité des gens pensent. Attends, tu essaies de me dire qu'on pourrait bâtir une nouvelle maison puis mettre du filage aluminium aujourd'hui? Si c'est fait par un maître électricien puis c'est certifié, oui. Je m'avance sur ça. Je vois pas pourquoi ça ne serait pas si c'est fait par un maître électricien. Dans les condos, meilleur exemple, dans les condos, lorsqu'on a le disjoncteur principal dans une salle mécanique et qu'on a juste dans l'unité de condo le panneau d'alimentation, le câblage qui apporte l'électricité du disjoncteur principal jusqu'à votre panneau d'alimentation, c'est un câblage d'aluminium. Okay. Souvent, ils vont faire ça parce que l'aluminium coûte moins cher que le cuivre. Donc, pour les grandes distances, ils vont procéder à l'aluminium. Par contre, il faut que ça soit fait par une personne qui a les compétences pour le branchement aluminium et cuivre. C'est pas tous les branchements qui peuvent se faire de la même façon. Donc, moi, ce que je vais regarder à l'intérieur du panneau électrique, c'est s'il y a une présence de câblage d'aluminium. Par la suite, je vais essayer de voir si j'ai assez d'indices ou que ça a été changé dans le mur. S'il y a une présence d'une boîte de jonction, si la boîte de jonction est accessible, je vais me permettre de l'ouvrir pour voir comment ça a été fait à l'intérieur. Est-ce que c'est le bon type de marquette qui a été utilisé? Est-ce que la pâte antioxydante a été utilisée aussi? Je vais aussi, souvent dans les maisons des années 70, lorsque l'aluminium était populaire. Les années 70, hein, des mauvaises années. Oui, on pourrait en parler. Souvent, les cuisines ont été rénovées. Et il y a eu l'installation de fameuses prises de type Decora. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi les prises électriques, c'est les prises rectangulaires et non pas les deux, la prise électrique avec les deux embourrons, mais c'est une prise rectangulaire. J'en ai pas à portée de main, je suis désolé, mais vous allez voir là vraiment, là, c'est facile à observer. Au lieu d'avoir les deux ronds comme une prise standard, elle est vraiment rectangulaire. Okay. Cette prise-là n'est pas compatible avec l'aluminium. Pour ce qui est des vendeurs, je lisais un article dernièrement, c'est drôle qu'on en parle d'aluminium, je lisais un article dernièrement des recommandations qu'on pourrait faire avant la mise en marché de notre bâtiment. Si vous savez que vous avez de l'aluminium dans votre bâtiment, vous pouvez vous-même, en tant que propriétaire de votre bâtiment, faire appel à un maître électricien pour avoir une certification de conformité de votre alimentation électrique, de votre câblage de maison, s'il est en aluminium. Donc, quand vous allez vendre votre bâtiment, vous allez déjà avoir, parce que c'est certain que l'inspecteur va vous poser des questions. L'inspecteur en pré-achat avec les potentiels acheteurs, il va vous poser des questions lorsqu'il va voir l'aluminium. Est-ce que vous avez fait des rénovations vous-même? Est-ce que vous avez joué dans l'électricité? Est-ce que vous avez changé des prises? Est-ce que vous avez fait ci et ça? Donc, si vous avez un document qui va confirmer par un maître électricien que l'installation est conforme et adéquate, ça va vous sauver beaucoup, beaucoup de questions de la part de l'inspecteur et de la part des futurs acheteurs aussi. Et pour vos assurances aussi. Là. Ça c'est super intéressant parce qu'on a visité des maisons où le filage était en aluminium, c'était déclaré, oui. Mais il y avait pas de documentation, il n'y avait pas de certificat de conformité. Puis les coûts pour faire changer, tu sais, on parle de peut-être des dizaines de milliers de dollars là, pour changer tout du filage à du cuivre. Fait que ta recommandation, c'est aux vendeurs de faire venir un maître électricien pour vérifier la conformité, pour dire, regarde, oui, il y a de l'aluminium dans la maison, ça ne veut pas dire que la maison va pogner en feu demain, ça a été bien fait. Est-ce qu'il y a par la suite, si on a une maison qui est en aluminium, est-ce qu'on devrait faire venir un électricien à une fréquence, je ne sais pas, aux 5 ans pour revérifier quelque chose? Non. La seule chose que je peux recommander, c'est que si jamais vous achetez un bâtiment qui contient de l'aluminium et que vous avez
un document qui confirme que l'installation est adéquate. Si jamais vous faites des rénovations dans votre bâtiment, allez-y étape par étape. Procédez au remplacement de tout ce que vous allez avoir sous votre main en aluminium. Je donne un exemple, vous refaites votre salle de bain, mais pourquoi pas en profiter pour remplacer le câblage de cette partie-là. Mais pas vous, jamais vous-même. Toujours par un maître électricien. Toujours pour s'assurer de la conformité de l'installation. Donc, si on y va graduellement comme ça, mais peu à peu, vous allez remplacer la majorité du câblage à une fraction du prix parce que vous n'allez pas débourser un énorme montant au départ pour remplacer le filage complet de votre bâtiment. Ça, c'est une bonne recommandation. Juste pour conclure sur les fils en aluminium, oui. Peut-être pour les auditeurs, pourquoi c'est moins bon que du cuivre? C'est quoi les risques avec des fils en aluminium? Les fils en aluminium, c'est qu'ils sont plus fragiles que le cuivre. Donc, l'aluminium, si on le prend et qu'on le plie, il va casser beaucoup plus rapidement que si on prend un fil de cuivre et qu'on le plie. L'aluminium va se sectionner beaucoup plus vite. Donc, c'est le risque. Aussi pour le branchement. Si on prend un fil d'aluminium et un fil de cuivre, on les connecte ensemble sans prendre les précautions, il va y avoir de la corrosion qui va se faire entre les deux et il va y avoir ils vont totalement se débrancher, la connexion ne sera plus adéquate. Donc, il faut vraiment mettre une pâte antioxydante avec des marettes homologuées pour l'utilisation. Mais encore une fois, je le répète, jamais par vous-même, toujours par un maître électricien. Même si je pense qu'on commence à le comprendre, ce message-là. Exactement. Même si vous savez comment, vous avez déjà changé une prise électrique dans votre vie, ne jouez pas avec l'électricité de grâce, faites appel à un professionnel. Puis dans le pire des cas, le worst case scenario des fils aluminium, ça serait le risque du feu, hein, je pense, avec tout ça. Le risque d'incendie, exactement, oui. OK. Là, vu qu'on est dans l'électricité, sautons maintenant dans le système de chauffage. Oui. Là, c'est peut-être un petit morceau pour les acheteurs en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de confusion quand je visite des maisons entre des thermopompes, des fournaises à l'huile, des fournaises électriques, des fournaises raccordées avec des thermopompes. Oui. Fait que peux-tu juste vite faire les différents systèmes, puis expliquer les avantages et les désavantages de chacun? Parfait. Chauffage, dans le fond, ça va être l'alimentation en chauffage. Vous avez plusieurs types de chauffage. On a la plainte électrique, qui est commune, que tout le monde connaît. Je pense que j'ai pas besoin de vous en parler plus. La fournaise, ça, c'est vraiment un peu là en inspection. La plupart de mes acheteurs, à moins qu'ils aient déjà eu un bâtiment qui avait une fournaise, ne savent pas comment ça fonctionne ou ne comprennent pas vraiment comment ça peut fonctionner. La fournaise, c'est un système à air pulsé. Donc, ça va être un air qui va être propulsé dans chacune des pièces. La façon que ça fonctionne, c'est qu'on a des retours d'air qui vont prendre l'air de la pièce, qui vont l'apporter dans la fournaise en la filtrant, parce qu'on a des filtres, va être chauffé par différentes façons, que ce soit par une alimentation, un combustible, que ce soit le mazout ou le gaz naturel, et va être redistribué par la suite par des conduits d'aération qui vont dans chaque pièce. Donc, ça, on appelle ça un système à air pulsé. Elle peut être alimentation électrique, elle peut être alimentation au mazout. Tantôt, j'ai dit avec des gaz aussi. Lorsqu'on a une alimentation avec un combustible, que ce soit mazout, gaz naturel, gaz propane, c'est obligatoire pour votre sécurité d'avoir un détecteur de monoxyde de carbone. Parce qu'il y a un combustible qui se fait, il y a une flamme qui se fait. On a un brûleur dans la fournaise qui va alimenter, qui va produire l'énergie. Donc, c'est important d'avoir un détecteur de monoxyde de carbone. Si on est en électricité, elle est alimentée par le panneau électrique, donc on n'a pas besoin d'avoir de détecteur de monoxyde de carbone. Les désavantages, les avantages. Moi, je dirais, je favorise, moi, personnellement, si vous avez une fournaise, de convertir à l'électricité. Malgré qu'actuellement, le coût du pétrole est vraiment bas. Ouais. Mais ce ne sera pas toujours comme ça, malheureusement. Pour les auditeurs, on est en train d'enregistrer ça en pleine crise du COVID. Fait que c'est pour ça qu'on fait des podcasts. On a du temps en ce moment, les courtiers et les inspecteurs. C'est pour ça qu'on est sur Zoom aussi. Sinon, on aurait été en oui, c'est ça, c'est vrai. Salle commune. Donc, moi, personnellement, j'aime beaucoup mieux l'alimentation électrique, mais ça reste une opinion personnelle de coût. Par contre, lorsqu'on a une alimentation au mazout, on a un réservoir de mazout, qu'il soit à l'extérieur ou à l'intérieur, il y a un entretien, il y a un entretien préventif qui doit être fait. Un réservoir de mazout, au-delà de 25 ans, ça doit être remplacé. Ou s'il y a des signes de fuite ou de corrosion, ça doit être remplacé. Ou tout simplement, si vous ne voyez pas la fiche signalétique de votre réservoir de mazout,
La fiche signalétique, c'est la petite plaquette métallique qui va être fixée sur votre réservoir, qui va indiquer la date de fabrication. Et c'est toujours celle-là qui importe et non pas la date d'installation. Si on n'est pas capable d'avoir la date de fabrication, on le remplace parce qu'on n'est pas capable de voir l'âge de votre réservoir. Donc, au-delà de 25 ans, ou si on a des signes de corrosion ou si on a des signes de fuite, on procède au remplacement, surtout dans le cas d'un signe de fuite, parce qu'on peut avoir une grave contamination de sol. Si une fuite, c'est du mazout, c'est du pétrole, ça n'a pas d'affaire dans le sol. Et juste comme ça, entre guillemets, une décontamination de sol peut engendrer des coûts énormes. Donc, on prend des précautions, que ce soit la petite assiette à tarte métallique sous le filtre. Aussitôt, on la laisse là, puis si vous voyez une apparition d'une gouttelette, on procède au correctif immédiat parce que ça peut dégénérer la situation vraiment. Exact. Ensuite, thermopompe. Tu voulais qu'on parle? Oui, non, je vais juste... OK, donc on a une fournaise. OK, oui. Elle peut soit être alimentée par du mazout, du propane, du gaz ou par l'électricité. Mais la fournaise en tant que telle peut rester en place, puis on peut même changer, enlever le mazout et la convertir, qu'on dit, au système électrique. Donc, la fournaise en tant que telle peut être toujours bonne. Oui, donc, si elle est encore bonne, bien sûr. Là. Si, ça va être à l'installateur d'évaluer sa durée de vie et l'état des composantes, mais si elle est encore bonne et qu'elle est récente et qu'elle est alimentée par peu importe quel combustible et que vous voulez la convertir à l'électricité, c'est faisable en gardant la même fournaise. Exact. Puis, faire changer le système au mazout parce que justement, c'est pas que le système est mal, c'est pas qu'il fonctionne pas bien, c'est qu'il y a plus de risques, si j'entends bien, avec le mazout, surtout le risque de versement au sol qui peut coûter des milliers de dollars à faire décontaminer si ça arrive. Mais le coût de la conversion au système électrique est pas aussi cher que les gens pensent aussi. Je sais que toi, tu n'es pas supposé donner des chiffres. Moi, j'ai le droit de faire ce que je veux. Tu sais, 3 4 000 dollars des fois, là, puis on a un nouveau système. Là, fait que des fois, pour un vendeur, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être considéré si on a un vieux système avec un vieux réservoir de mazout, à peut-être changer le système avant la vente. Parce que oui, il y a beaucoup d'acheteurs, je remarque surtout des acheteurs qui connaissent pas ça, des jeunes acheteurs, tout ce qui est pétrole, ils aiment beaucoup moins ça. C'est pas l'énergie la plus propre aussi, là. Donc, si le système est vraiment désuet, je pense que ça peut valoir la peine de le faire remplacer. Effectivement. Puis, vu qu'on parle de remplacement de mazout à électricité, je veux faire une petite mise en garde. Lorsque on convertit un chauffage à air pulsé du mazout à l'électricité, assurez-vous, premièrement, que votre réservoir n'est plus là, que les conduits, si votre réservoir est à l'intérieur et que vous avez des conduits à l'extérieur, que vos conduits ne sont plus là non plus. Deuxièmement, vous allez vous assurer qu'avec votre compagnie qui venait faire le remplissage, que le contrat soit brisé. Malheureusement, j'ai déjà entendu des histoires d'horreur. Oui, de compagnies d'huile qui viennent remplir, puis il n'y a plus de réservoir. Il n'y a plus de réservoir, mais le conduit est encore à l'extérieur. Donc, ils ont rempli, ils ont mis quelques centaines de litres de mazout sur le plancher du bâtiment. Donc, assurez-vous, oui, tu fais bien de te cacher le visage, ouais. Assurez-vous que lorsque vous faites la conversion à l'électricité, que la meilleure solution, là, c'est que vos conduits soient plus présents. Comme ça, la personne, si elle vient pour remplir, elle va chercher les conduits longtemps et elle ne pourra pas remplir. C'est la meilleure des précautions. Mais avisez l'entreprise aussi qui faisait le remplissage, brisez votre contrat, c'est très important. Très, très important. Fait que, avant de passer à la thermopompe, qu'est-ce qui est mieux, un système à air pulsé ou des plantes électriques? Je parle d'opinion personnelle. Moi, personnellement, j'aime mieux les plantes électriques. Mais c'est une opinion personnelle. Pourquoi? Parce que je peux les contrôler dans chacune des pièces facilement. L'air pulsé va pouvoir le faire aussi. Ça demande un petit peu plus d'attention puis de manœuvre. Par contre, c'est très simple. On rentre dans une pièce, on trouve qu'il fait froid, on a le thermostat à côté de notre porte, on l'augmente, on règle le problème. Donc, opinion personnelle, j'aime mieux les plaintes électriques. Mais c'est du cas par cas, vraiment. Là. Je dirais où j'aime mieux l'air pulsé, c'est quand ça vient à la climatisation. Parce que là, la climatisation, on a des unités murales si on n'a pas de fournaise là, ou thermopompe centrale.
où est-ce qu'on peut plus fermer les portes la nuit, l'été. Donc, si on a une famille, tout ça, puis on veut fermer les portes, on est mieux avec un système central. Fait que, tu sais, il y a comme des avantages et des désavantages dans les deux cas. Entre des plantes électriques puis des convecteurs, qu'est-ce que tu trouves qui est mieux? Le convecteur. Le convecteur, vraiment, il va être mieux. Ou le ventilo-convecteur. Ça va vraiment être une chaleur qui va être poussée par un ventilateur. Donc, oui, c'est beaucoup mieux. Puis, il va fonctionner à sa demande. Donc, le ventilateur, puis il va fonctionner un peu moins que la plainte électrique aussi. Là. Okay. Donc, moi, pour économiser des sous sur le chauffage, sur le long terme, un convecteur. S'il faut acheter un des deux, là, d'y aller avec un ventilo-convecteur, effectivement. Parlons de thermopompe rapidement, parce que ça aussi, beaucoup d'acheteurs ne savent pas c'est quoi, ne savent pas comment ça marche. En tout cas, on dit là, des gens qui ne connaissent pas le bâtiment. Fait explique-nous, c'est quoi une thermopompe, comment ça marche, c'est quoi les différents systèmes? Une thermopompe, vous pouvez l'avoir soit centrale, qui va être reliée à votre fournaise, ou vous pouvez l'avoir aussi murale. Thermopompe, c'est un appareil qui va climatiser en période estivale et qui va chauffer en période hivernale. Donc, ça va être le même procédé que la climatisation pour ce qui est du chauffage. Ça va être le même procédé que la climatisation, mais à l'inverse. Donc, au lieu d'enlever l'air chaud du bâtiment en période hivernale, elle va enlever l'air froid du bâtiment en période hivernale. Tout ça avec le liquide frigorigène qui passe dans les conduits. Donc, habituellement, si vous voulez un petit truc, savoir si vous avez un appareil de thermopompe à la maison, à l'extérieur, les appareils qui sont plus vieux, parce que les plus récents, il n'y a pas les mêmes précautions, mais les appareils plus vieux, vous avez 2 conduits de cuivre qui partent de votre appareil qui vont rentrer dans votre bâtiment. Si les 2 conduits sont isolés, automatiquement, sur les vieux appareils, vous avez une thermopompe. Si vous n'avez qu'un seul qui est isolé, c'est que c'est un appareil de climatisation seulement. Pourquoi? Parce que les 2 conduits vont servir au liquide frigorigène, mais pour la thermopompe, ils vont juste s'inverser. Donc, le conduit qui apportait le liquide à l'intérieur va servir à le retirer de l'intérieur. Donc, c'est pour ça qu'une thermopompe, en période hivernale, doit avoir les 2 conduits isolés. Aujourd'hui, systématiquement, tous les appareils de nos jours vont isoler les 2 conduits, même si c'est une climatisation. Donc, le petit truc que je vous ai dit, c'est pour les appareils qui sont un peu plus vieux. La meilleure façon d'une thermopompe, qu'on en parlait tantôt, ça va être avec un système à air pulsé, parce que ça va aller directement dans chacune des pièces. On a la thermopompe murale, comme qu'on en parlait, c'est un peu moins. Dans le fond, c'est le principe d'avoir une thermopompe à faible coût. De faire installer une fournaise avec une thermopompe, on va parler d'énormément de coûts. Par contre, si on peut la mettre dans un endroit stratégique dans le bâtiment, dans votre résidence, pour qu'elle pousse l'air dans la plupart des pièces, mais on peut parler de coûts très raisonnables pour avoir une climatisation l'été. Et aujourd'hui, on a des thermopompes murales qui sont très performantes. On est capable de pas chauffer du tout à l'électricité par les plaintes normales un rez-de-chaussée, que ce soit seulement de la thermopompe murale qui produise la chaleur pour la période hivernale. Donc, on a des appareils qui sont vraiment très performants aujourd'hui comme appareil mural. Mais reste que le système à air pulsé muni d'une thermopompe va rester le meilleur, opinion personnelle encore, mais va rester le meilleur moyen de climatiser l'été et de chauffer l'hiver avec la thermopompe. Parce que la thermopompe, pour les acheteurs surtout, là, la thermopompe a une limitation. Elle peut pas aller jusqu'à moins 40 au Québec. C'est pour ça, probablement ça a été inventé dans le Sud, ces affaires-là. Là. Mais ici au Québec, on peut pas l'avoir comme source principale parce que les nouvelles, je sais pas, Sébastien, ils vont jusqu'à combien? Je m'abuse, là. Ça reste à confirmer, mais je pense que les nouvelles vont jusqu'à moins 25. Wow! C'est incroyable, mais même à ça, au Québec, on sait que moins 25, après ça, on a besoin d'un autre système, là, même si on a une comme ça. Malgré que les hivers sont de plus en plus chauds un peu. Là. Moins de neige et plus chaud. Oui, c'est vrai. Comme dans le sud. Moi, la manière qu'on m'avait expliqué le fonctionnement de la thermopompe qui m'a comme aidé, là, on m'a expliqué que dans le fond, le froid, ça n'existe pas. C'est le chaud qui existe. Le concept du froid, c'est juste l'absence de la chaleur. Fait qu'une thermopompe, ce qu'elle fait l'été, elle essentiellement chauffe l'extérieur. Elle enlève la chaleur de l'intérieur. C'est ça. Puis c'est comme si on la renverse en hiver, puis on refroidit l'extérieur. Fait qu'on va aller chercher
n'importe quelle sorte de chaleur qu'on peut aller trouver, même quand il fait moins 20, il y a de la chaleur dans l'air, puis on va aller la chercher puis l'amener dans la maison. Tu résumes C'est bon? très bien le fonctionnement d'une thermopompe, Chantal. Tu vois, thermopompe for dummies here. Je vais t'engager. C'est bon. OK. Bon. Là, ça commence à aller bien, là, notre liste. Là, je ne vais pas en parler longtemps. Rapidement. Pyrite. Ça, c'est quelque chose qu'on voit des fois dans les rapports d'inspection. Test de pyrite demandé. Pour un vendeur, comment on pourrait se préparer à cette question-là de l'inspecteur? Pour le vendeur, OK, parfait. Pour le vendeur, premièrement, ce serait aussitôt que vous voyez des fissures en étoile avec des soulèvements de votre dalle de béton et des signes d'humidité. On va parler de signes d'efflorescence, des cernes blancs autour des fissures. Si vous êtes vendeur puis vous voyez ça dans votre garage au sous-sol, c'est important de regarder le garage et le bâtiment parce que souvent, c'est pas la même remblai qu'il va y avoir sous la dalle. Si vous voyez des signes comme ça va être important. Moi, je recommande aux vendeurs de procéder vous-même au test de pyrite pour venir confirmer si, dans le fond, votre résultat, votre IPPG, l'IPPG qui est l'indice de piétrographique de potentiel de gonflement. Excusez-moi, j'ai de la misère avec ce mot-là. Je comprends. Lui, il est classé sur une échelle de 0 à 100. Donc, de 0 est nul et absent, donc on n'a pas de potentiel de gonflement. De 1 à 10, on a un indice qui est négligeable. Ça, c'est ce qui est acceptable dans la construction d'aujourd'hui. Depuis le 1er janvier 2016, toutes les constructions neuves doivent avoir une certification pour le remblai sous les dalles de béton, qu'on a un IPPG inférieur à 10 dans le remblai. À part, petite parenthèse, à part pour les autoconstructions ou pour les rénovations. Donc, si vous achetez une maison qui est une autoconstruction, automatiquement, ça ne veut pas dire qu'il y a de la pyrite. Par contre, automatiquement, elle n'était pas obligée d'avoir la certification pour la dalle, un remblai de type DB qui est dalle de béton. Souvent, on va le voir ça dans les années 80. La majorité des cas, c'est les années 80. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un boom de construction dans les années 80. On va en avoir occasionnellement aussi avant les années 70 et un peu après les années 1998, un peu après. Ce que ça fait, c'est que la pyrite, c'est un minerai qui, au contact de l'eau ou de l'humidité, gonfle. Donc, lui, il va être en dessous de votre dalle de béton. Et si on a de l'eau et de l'humidité, il va gonfler. Donc, si ça gonfle, il peut avoir des soulèvements de votre dalle de béton et votre dalle de béton va fissurer aux endroits où elle est plus fragile. Donc, pour les vendeurs, si vous voyez des fissures majoritairement en étoile avec des soulèvements, prenez pas de chance, faites faire un test pour avoir du moins au minimum l'IPPG qui va être classé entre 0 et 100. Et si jamais vous avez un IPPG qui est élevé, je dirais élevé à partir en haut de 10, je considère que c'est élevé. Il y a une deuxième étape au protocole d'analyse de pyrite, qui est l'analyse chimique. Analyser la réaction chimique. Donc, est-ce que le gonflement est terminé ou il n'est pas terminé? Donc, si on a un IPPG qui est je vous donne un exemple, qui est de 35, mais que la deuxième étape du test vient vous mentionner que la réaction chimique est terminée, donc il n'y aura plus de gonflement. Vous avez tout simplement à faire remplacer votre dalle de béton ou corriger les fissures, puis le tour est joué. Si vous avez un IPPG qui est en bas de 10, mais que la deuxième étape vient vous dire que le gonflement n'est pas terminé, il peut avoir encore fissuration de votre dalle de béton. Donc, c'est juste la petite chose pour les vendeurs. Si vous voyez des fissures en étoile, procédez vous-même au test. Faites-le faire vous-même. Comme ça, vous allez avoir l'analyse de laboratoire, le document. Vous allez pouvoir le joindre à vos documents lors de la transaction. Puis ça va rassurer tout le monde dans votre transaction. Oui, je suis d'accord. On n'en voit pas souvent, mais il y a certaines régions, comme même à Laval, il y a une couple de rues qu'on fait attention pour faire plus des tests de pyrite. Et on en a que dans des développements, on en a fait puis on n'a jamais trouvé. Fait tu sais, c'est de chercher les indices, comme tu dis, le complément puis les étoiles. Exactement. Parlons. Là, on a retourné dans le sol. Là. On se promène dans la maison finalement. On monte, on descend. Parlons des... ça, là, écoute, faut que je le dise, pour moi, c'est une grosse source d'irritation,
les fameuses pentes négatives. J'aime tellement ça quand on parle de ça là, en inspection parce que ça fait bien stresser les acheteurs. Qu'est-ce qu'on peut faire si on est vendeur puis on constate qu'on a des pentes négatives? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Corriger vos pentes, tout simplement. Okay. Comment on fait ça? Comment on fait ça? On va s'assurer, on va dans le fond, là, l'eau. Peux-tu juste commencer par expliquer c'est quoi une pente négative? Parce que là, on l'a pas. Une pente négative, c'est une pente que lorsqu'on a de l'eau sur le sol, l'eau va être redirigée vers les fondations. Donc ça, on appelle ça une pente négative. Fait que le sol s'en va vers la fondation d'une façon négative. Exactement. Donc l'écoulement d'eau s'en va vers la fondation au lieu de l'autre. Exactement. Ce qu'on veut, c'est que l'eau qui tombe aux abords de votre fondation ou peu importe sur le terrain soit éloignée de votre bâtiment. Pourquoi? Pour ne pas créer de surcharge du drain de fondation, bien sûr, si vous en avez un. La façon qu'on va procéder, c'est tout simplement de monter votre terrain aux abords de la fondation pour s'assurer que l'eau soit vraiment écoulée de façon adéquate. Mise en garde, vos seuils de fenêtre, lorsqu'on va monter le terrain, toujours avoir une distance entre votre seuil de fenêtre et le niveau du sol fini de minimum 6 pouces. Pourquoi? Pour éviter que l'eau s'infiltre par vos seuils de fenêtre, mais aussi pour éviter que les matériaux de votre fenêtre, si elle est conçue en bois, pourrissent à cause de mauvais dégagement. Donc, 6 pouces minimum, idéalement 8 pouces en bas des fenêtres. Si jamais, en montant votre terrain, vous ne pouvez pas respecter ça, la hauteur, on a ce qu'on appelle, on peut procéder à l'installation de puits de lumière, ce qu'on appelle dans le jargon des margelles. Puits de lumière? Je pensais qu'une puits de lumière, c'était ce qui était dans le toit. Le puits de lumière est vraiment au sol. Il va vraiment, un morceau soit d'acier ou de bois ou de béton qui va vraiment venir faire, dans le fond, il va vous permettre de monter votre terrain tout en respectant à l'intérieur de votre puits de lumière, margelle, de respecter la hauteur de votre sol. Si jamais vous faites l'installation de puits de lumière ou de margelle, assurez-vous que lorsque vous allez ouvrir votre fenêtre, que votre fenêtre ne soit pas limitée dans son ouverture à cause de l'installation de puits de lumière. Et assurez-vous que si c'est une chambre à coucher au sous-sol, assurez-vous, selon la nouvelle norme de construction, la GCR recommande d'avoir 30 pouces de dégagement entre votre puits de lumière et de votre fenêtre. Pourquoi? Pour faciliter, en cas d'urgence, la sortie par la fenêtre. J'ai dit la GCR, mais c'est dans le CNB, dans le CNB 2010 modifié. C'est vraiment 30 pouces. OK, c'est bon. Ça, c'est excellent, des excellentes précautions qu'on pense vendre ou non. Là. En fait, tout ce qu'on est en train de décrire, là, c'est l'excellent maintien au bâtiment, là, si on veut une longue durée, puis éviter le moins d'eau possible, parce que c'est souvent ça. Hein, exactement. On éloigne l'eau du bâtiment, on n'en veut pas près, là, on l'éloigne. Exact. Puis on sait qu'au Québec, il mouille. Il y en a de l'eau ici. Ouais. OK. En parlant d'eau, maintenant, j'aimerais te parler de humidité et de moisissure. Ouais. Parce que ça, c'est... en fait, je trouve que c'est probablement la chose la plus importante à éviter dans une propriété. Puis c'est un des pires cas de vis cachée aussi ici au Québec. C'est la découverte de moisissure. Ouais. Fait comment que, en tant que vendeur, on peut éviter à la propagation de moisissure, puis comment qu'on peut vérifier avec les niveaux d'humidité, tout ça. Parle-nous de ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, la moisissure, en inspection, nous, on ne pourra jamais affirmer que c'est vraiment de la moisissure. Pourquoi? Parce que c'est seulement qu'une analyse en laboratoire qui va pouvoir déterminer si c'est vraiment de la moisissure et quel type de moisissure, parce qu'il y en a des centaines qui existent. Okay. Par contre, en inspection, on va parler d'éléments ayant l'apparence de moisissure. Donc, ça, on peut le mentionner vraiment. Mais entre vous et moi, là, on sait très bien que quand un inspecteur va parler de l'élément ayant l'apparence de moisissure, lisez en parenthèse moisissure, là, c'est la plupart du temps, ça va être ça. Comment qu'on peut éviter la propagation de la moisissure? Bien, ça va être de s'assurer qu'il n'y a pas de source d'humidité dans votre bâtiment. Donc, c'est de corriger toute infiltration d'eau dès sa découverte. De s'assurer que les pièces sont bien aérées, qu'on n'a pas dans les plus vieux bâtiments, qu'on n'a pas de meubles dans les coins qui sont directement appuyés sur le mur. Donc, on va libérer un peu les murs pour permettre une circulation d'air.
On va ouvrir les fenêtres. Si vous n'avez pas d'échangeur d'air, on va s'assurer que la part d'air frais est adéquate dans vos pièces. Donc, on va aérer avec vos fenêtres. Souvent, les ventilations vont s'effectuer dans les plus vieux bâtiments juste à l'aide des fenêtres. Donc, on s'assure que l'air est vraiment de bonne qualité en ouvrant vos fenêtres. Je disais tantôt, s'assurer de colmater tout signe, de colmater toute fissure pour éviter les signes, pour éviter les infiltrations d'eau. Puis, de s'assurer que si jamais vous découvrez une infiltration d'eau, exemple dans votre sous-sol, que vous la corrigez immédiatement. Faites pas juste remplacer le matériau de votre sous-sol par un nouveau matériau sans avoir corrigé la source de votre infiltration. Donc, ça, c'est des petites précautions à prendre. L'humidité. Moi, j'ai un appareil, un détecteur d'humidité que je vais mettre sur les murs qui va me donner l'humidité présente derrière le mur. Cet appareil-là, moi, je le passe lorsque je vois des fissures à l'extérieur. Je vais le passer à l'intérieur vis-à-vis ces fissures-là pour voir si on a une présence d'humidité. Ça va me donner un pourcentage. Il n'y a pas de pourcentage acceptable à mes yeux, à moi. Dès que je vais voir une présence d'humidité, peu importe que ce soit 10 ou 40 il y a une présence d'humidité. Donc, il va y avoir une expertise, une inspection exhaustive qui devra avoir lieu derrière le mur. Donc, on va ouvrir le mur pour aller voir c'est quoi la source d'humidité derrière le mur. Donc, ça, c'est important. C'est un appareil, moi, j'ai un appareil professionnel qui coûte un peu plus cher. Par contre, il y en a des appareils que j'ai déjà comparés avec mon appareil qui sont à quelques degrés près de pourcentage, qui coûtent une centaine de dollars, qui peuvent vous donner des indices. Donc, on procède à la réparation de fissures, puis avant de procéder à la réparation de fissures, on va s'assurer à l'intérieur que vis-à-vis ces fissures-là, on n'a pas d'infiltration d'eau. On a aussi la fameuse thermographie qui pourrait être utilisée pour ça. Par contre, c'est pas tout le monde qui peut l'utiliser pour déceler une infiltration d'eau parce que ça demande des connaissances particulières que je m'embarquerai pas dans les détails parce que moi-même, je ne suis pas thermographe, donc je ne veux pas vous donner de fausses informations. Mais oui, il y a des thermographes qui sont spécialisés en détection d'infiltration d'eau avec appareil de thermographie. Donc ça, c'est un service qui est quand même intéressant pour vous là, pour voir vos signes d'infiltration d'eau derrière vos murs, parce qu'on peut avoir une infiltration active depuis quelques années, puis qu'on ne la verra jamais. On va la voir quand le matériau de finition va avoir absorbé l'eau, puis que l'eau va sortir du matériau. Donc, on peut avoir une infiltration qui date de longtemps derrière un mur, qui pourra causer qui est un risque de causer de la moisissure, en fait. Ouais, ça, c'est des gros coûts en vis caché. Oui. Assurez-vous de ne pas vendre une maison avec une garantie légale si vous savez que vous avez de la moisissure. Cachez-le pas parce que vous allez être dans le trouble. Si je veux être un vendeur diligent, là, moi, j'imagine un sous-sol, construction des années 60-70. Mon drain français est probablement fini, il fonctionne plus. J'ai un déshumidificateur qui roule constamment en été dans le sous-sol. Est-ce que je devrais être inquiète? On est inquiet dès qu'on sent une odeur, la fameuse odeur de cave à patates, autrement dit. Okay. Lorsqu'on descend dans un sous-sol puis que ça sent l'humidité, autrement dit, on devrait être inquiet parce qu'on n'est pas supposé sentir ça, peu importe le type de bâtiment. Donc, on a soit un mauvais drainage de la fondation, soit que le drain français, par mauvais drainage, j'incluais le drain français, s'il y en a un, soit qu'on a des pentes négatives, qu'on a des infiltrations d'eau, qu'on a des infiltrations d'eau à l'intérieur, ou tout simplement qu'on n'a pas assez. J'ai déjà vu des cas de sources d'humidité extrêmes dans les sous-sols à cause qu'on n'avait pas de remblai sous la dalle de béton. On avait juste une dalle coulée, sans pare-vapeur, par-dessus la terre, tout simplement. Et la dalle était fissurée, bien sûr. Et on avait des odeurs d'humidité à cause de cette situation-là. Donc, ça peut être plein de facteurs, mais oui, il y a un questionnement. Lorsqu'on descend dans le sous-sol et que ça sent l'humidité, ça sent la cave à patates, posez-vous des questions, faites expertiser, vous avez un problème, c'est certain. Donc, OK. Fait que si ça sent pas la cave à patates, mais que j'ai quand même besoin de rouler un déshumidificateur dans mon sous-sol, est-ce que là, c'est un signe qu'il y a trop d'humidité, il y a une raison? Ça peut être plein de facteurs. Oui, ça peut être fissure dans la dalle de béton, construction des années 70, donc pas de pare-vapeur. Donc, l'humidité du sol peut passer par vos fissures. Ça peut être ça, oui, bien sûr. OK.
Je pense que c'est super important qu'un vendeur qui a un sous-sol douteux fasse des vérifications définitivement avant de mettre sa maison en vente parce que même moi, en tant qu'acheteur, j'achèterais pas de maison qui sent la cave à patates dans le sous-sol. Juste le mot inspire pas, non? Je pense juste à la maison de ma grand-mère. Ça sentait-tu la cave à patates? Ben, écoute, c'était des maisons sans nerfs sur pierre, là, fait que c'était pas vraiment des sous-sols. Là, c'est ça. Peut-être encore pour revenir à la fondation et tout. Oui. Brièvement, Sébastien, est-ce qu'on peut juste parler des blocs de béton versus une fondation en béton coulé, puis vraiment les différences là, pour ceux qui connaissent pas ça? Vraiment, je fasse ça brièvement? OK. Si on veut acheter une maison qui est une fondation en bloc de béton, qu'est-ce qui devrait être nos réflexions par rapport à ça? Ça pourrait. Moi, j'ai vu des maisons en excellente. Oui, des maisons, je parle pas des anciens chalets, là. Ça, c'est une autre chose. Non, c'est exactement. Vraiment des constructions qui ont été faites sur des blocs de béton, mais qui ont été bien construits. Oui, il y en a. Grand français, tout le kit. Il y a des bonnes constructions en bloc de béton. Il faut juste une chose qu'il faut comprendre, c'est que le bloc de béton, est lié ensemble avec du mortier. Donc, le mortier va toujours être plus fragile que le béton lui-même. Donc, les fondations en bloc de béton sont plus sujettes aux poussées latérales du sol et au risque d'infiltration d'eau aussi, parce que c'est pas une fondation complète jusqu'à la semelle de fondation. Il y a des ouvertures. Donc, si on veut absolument, on a un coup de cœur, la maison, une fondation en bloc de béton, mais c'est celle-là qu'on veut, assurez-vous que la fondation est en bonne condition. Puis assurez-vous, la deuxième chose aussi, qu'elle est bien imperméabilisée à l'extérieur pour éviter que l'eau puisse s'infiltrer dans les joints de mortier. Si vous avez une fondation, j'ouvre une parenthèse sur les fondations de blocs de béton, si vous avez une fondation en bloc de béton qui a été isolée à l'intérieur à l'aide d'uréthane giclé, ça, c'est un gros bémol. Pourquoi? Parce que l'uréthane giclé si jamais vous avez une infiltration d'eau, l'eau va passer par votre joint de mortier, mais ne pourra jamais en sortir parce qu'elle va être bloquée par votre uréthane. Donc, ça va favoriser la dégradation de vos joints de mortier. Si vous voulez absolument isoler votre sous-sol en bloc de béton avec l'aide de l'uréthane giclé, assurez-vous qu'à l'extérieur, vous êtes 100% imperméable pour éviter que l'eau pénètre entre les joints et soit emprisonnée entre le sol et votre uréthane et favorise la dégradation de vos joints de mortier. Donc, vraiment, ça, c'est à vous assurer que ça soit vraiment imperméable à l'extérieur. Mm-hmm. Il y a des super bonnes façons aussi de solidifier les fondations à l'aide de pilasses à l'intérieur aussi. Lorsqu'on a une fondation en béton coulé, en bloc de maçonnerie, on peut procéder à l'installation de pilasses à l'intérieur qui vont retenir la fondation contre les poussées latérales du sol. OK. Fait que, dans le fond, c'est un gros sujet, les blocs de béton. Oui, fait que... oui. Pour ça, j'ai dit, tu veux vraiment que je sois bref, mais je pense que j'ai été quand même assez bref. C'est bon, c'est bon. Il nous reste 3 points, puis là, on a fini. Juste un petit point sur les drains français. C'est quoi un drain français? Comment ça fonctionne? Puis comment qu'on sait quand ils sont problématiques? Le drain français, lui, son rôle, c'est de recueillir les eaux à l'extérieur, de les apporter à l'intérieur du bâtiment. Là, je parle d'une situation en particulier, lorsqu'on a une fosse de retenue à l'intérieur, ça va ou un pluvial connecté directement à l'intérieur. Ça va être d'apporter l'eau à l'intérieur et de l'évacuer dans votre réseau pluvial pour retourner à la municipalité par la suite. Drain français, ça, c'est un gros sujet, là, vraiment. Je pourrais faire une capsule d'1 heure. Juste en fait, je ne sais pas si tu connais Patrick, j'oublie son nom de famille, de SOS Sous-Sol. J'ai l'intention de faire un podcast avec lui pour juste parler de fondation, de drain français, de réparation de fondation. Je pense que ça va être super intéressant. Oui, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses des drains français. On a plusieurs. C'est comme un sujet, c'est un podcast, là, juste ça. Oui, ben, je pense que ça va être très intéressant. Puis, j'aimerais ça voir ce podcast-là. J'ai vraiment hâte. Parce que les drains français, on a plusieurs types de drains français. C'est vraiment délicat comme sujet, les drains français. Oui. On a plusieurs problématiques, que ce soit des racines, que ce soit un dépôt de bloc à l'intérieur, de bloc ferreuse. Il y a plusieurs problématiques. Et j'ai déjà vu aussi des drains français que le vendeur croyait avoir un drain français parce qu'il voyait à l'intérieur dans sa fosse de retenue, mais qu'en passant une caméra, ils se sont rendus compte qu'il était juste connecté à l'intérieur
que par souci d'économie, l'entrepreneur n'avait pas fait faire le tour du bâtiment. Donc, il avait juste mis une apparence de drain à l'intérieur pour que la personne pense qu'il y avait un drain. Mais il n'y en avait pas tout le tour du bâtiment. Wow. Donc, non, je pense que les drains français, on pourrait faire vraiment ça très, très long. Puis, je vais laisser M. Patrick de SOS Sous-Sol répondre à toutes tes questions sur les drains français. C'est bon, c'est bon. Stay tuned, people. OK. Avant-dernier point, rapidement, qu'est-ce qu'un vendeur devrait faire avec son foutu calfeutrage de fenêtre? L'entretenir. L'entretenir. Comment souvent? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Ben, lorsqu'on parlait tout à l'heure de l'entretien des gouttières, des descentes pluviales, s'assurer que tout est fait. Lorsqu'on fait l'ouverture de notre terrain au printemps, on regarde les calfeutrants des portes et fenêtres. Le calfeutrant a deux rôles. Éviter les infiltrations d'eau, éviter les infiltrations d'insectes nuisibles aussi. Donc, la petite araignée qui se promène, si on a une fissure dans le calfeutrant, que même si on a un toit par-dessus puis que l'eau ne tombera jamais là, mais l'insecte peut pénétrer. Donc, c'est de s'assurer, je vous dirais, quand on procède à l'ouverture du terrain là, au printemps, là, on regarde les calfeutrants, on les corrige aux endroits où c'est nécessaire, on s'assure qu'on n'a pas d'ouverture, que le calfeutrant n'est pas asséché et rétréci, parce qu'on est au Québec, hein, il fait froid l'hiver, il fait chaud l'été, donc le calfeutrant est vraiment à risque, ou même à des endroits, il est totalement absent dans les fenêtres du sous-sol. J'ai déjà vu, la plupart des maisons neuves n'ont pas de calfeutrant aux fenêtres de sous-sol. Ça, c'est un gros manque de la part des entrepreneurs. Puis c'est une mauvaise communication aussi, souvent qui se fait entre la personne qui applique le crépi et la personne qui fait le calfeutrage. Parce que le crépi n'adhère pas au calfeutrage autour des fenêtres. Donc, la personne qui fait le calfeutrant va pas faire les fenêtres du sous-sol, va dire à la personne qui fait le crépi, appelle-moi quand ton crépi est fait, je reviens. Mais la personne qui fait le crépi ne rappelle jamais. Okay. Donc, le calfeutrage des fenêtres de sous-sol n'est jamais fait sur les maisons neuves ou du moins presque jamais fait. Donc, on s'assure que c'est toujours fait, toujours en bonne condition. Mm-hmm. Inspectes-tu souvent des maisons neuves? J'en ai fait quelques-unes. Par contre, l'inspection pré-réception, l'inspection avant la prise de possession, n'est pas connue vraiment beaucoup par les acheteurs. Les acheteurs pensent, j'achète une maison neuve, elle est garantie, j'ai pas besoin, tout est beau, c'est un entrepreneur qui le fait que c'est correct. Malheureusement, non. On se doit, si on veut être prudent, diligent, on se doit de faire inspecter même un bâtiment neuf. J'en ai fait quelques-unes, par contre, c'est pas mon gros secteur d'activité, la pré-réception. Anyway, on bâtit plus, on n'a plus de place. Non, on n'a plus de place, c'est exactement. À Montréal. Il y a juste à Mirabel, là, des fois. Là, oui, ça bâtit beaucoup. Encore. Vraiment. OK. En passant, le calfeutrage, est-ce qu'on peut le faire nous-mêmes, contrairement au... Si vous croyez apte à le faire, oui. Je ne pourrais pas interdire personne de le faire soi-même. Par contre, il y a d'excellentes entreprises qui sont spécialisées, qui sont professionnelles, qui vont vous faire un calfeutrage qui est vraiment parfait. Donc, si vous voulez un côté esthétique et que ce soit bien fait, faites affaire avec un professionnel. Si vous êtes apte à le faire et que vous êtes très bon pour le faire, vous pouvez toujours procéder à le faire par vous-même. Mais assurez-vous. C'est juste laid. Ben, il y en a qui sont très bons. Moi, personnellement, je suis vraiment pas bon en calfeutrage. Je suis pas capable. Je sais comment le faire, mais je ne suis pas capable de le faire. Mais assurez-vous, quand vous le remplacez, assurez-vous d'avoir enlevé l'ancien complètement. Ah, bon, bon point. Si vous en rajoutez toujours par-dessus, là, c'est vraiment pas adéquat, là, en plus de ne pas être esthétique. Eh, merci. Cool. Mon dernier point. Oui. Mon point pour mon ami Nick Lapierre, OK? Oui. Les clapets anti-retour. Oui. J'haïs ça autant ça que les points négatifs. Ça revient tout le temps, on le trouve pas, on sait pas il est où. C'est-tu grave, c'est-tu pas grave? Parle-nous du clapet anti-retour. À quoi ça sert? Puis pourquoi c'est important? Puis c'est-tu grave s'il n'y en a pas? C'est-tu grave s'il n'y en a pas? Je vous dirais que faut toujours en avoir un. Toujours. À quoi ça sert? Ça sert à... Le clapet anti-retour, c'est un clapet qui va avoir, dans le fond, c'est un conduit qui a une petite porte à bascule. On va parler de ce type de clapet-là parce que c'est le plus populaire, il y en a d'autres. Et qu'il y a une porte à bascule qui va s'ouvrir dans le sens d'écoulement de l'eau de votre bâtiment. Donc, lui, il va s'ouvrir pour laisser passer l'eau que vous évacuez de votre bâtiment vers le réseau municipal. Et si jamais l'eau veut revenir du réseau municipal à votre bâtiment, la porte va se refermer, elle va empêcher le refoulement d'égouts dans votre bâtiment. Donc, oui, c'est très important d'en avoir un.
souvent, en inspection, on ne le trouve pas. Pourquoi? Parce que les gens ont mis du plancher par-dessus. Ils ont mis un plancher flottant par-dessus les regards de nettoyage et par-dessus les clapets anti-retour. Moi, je vais recommander, c'est certain, de les localiser parce que pourquoi? Il faut que ça soit toujours accessible et de vérifier leur état aussi parce qu'un clapet anti-retour doit avoir un entretien au moins une fois par 2 ans, idéalement une fois par année en début de période estivale pour s'assurer que le fonctionnement de la porte, qu'il n'y ait aucun débris, que ce soit logé dans la petite porte à bascule, que la porte se referme bien et s'ouvre complètement. Si on veut faire l'entretien, il faut qu'il soit accessible. Donc, si ça fait 10 ans qu'il n'est pas accessible, on présume que ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu d'entretien dessus. Donc, c'est très important de les localiser, de vérifier leur état et leur entretien et de les rendre toujours accessibles. Le rôle, comme je vous disais tout à l'heure, il empêche l'eau de revenir dans votre bâtiment et il va aussi empêcher de remonter par vos appareils de plomberie au sous-sol. Je donne un exemple, si votre bâtiment n'est pas protégé par un système anti-refoulement, mais vous pouvez avoir un beau refoulement dans votre laveuse ou votre évier ou votre toilette au sous-sol si vous n'êtes pas protégé. Donc, il y a des moyens de protéger vos appareils de plomberie directement. Donc, exemple, vous n'avez pas de clapet principal sur votre bâtiment, mais vous pouvez faire procéder à l'installation de clapets qui vont protéger vos éviers au sous-sol, vos toilettes, votre douche au sous-sol. Il y a moyen de le faire. Toujours faire affaire avec un professionnel. Donc, on installe ça par pas un maître plombier, par contre, ça n'existe pas, un plombier, tout simplement. Donc, c'était ça un peu pour le clapet. C'est très important. Vendeur, si vous ne savez pas il est où, le drain de plancher, puis le clapet et tout ça, fouillez, trouvez-le, découpez votre plancher, puis faites-le inspecter avant votre vente parce que ça revient tout le temps aux inspections. Dans la majorité des cas, il va être situé près de votre valve d'eau principale du bâtiment. Vous allez avoir, la majorité du temps, vous allez avoir des regards de nettoyage au plancher et votre clapet anti-retour qui va être situé tout près de là aussi. Donc, si vous ne savez vraiment pas il est où et vous voulez les localiser, commencez par cet endroit-là. Faites-vous une trappe, regardez par là, dans un rayon environ de 3 pieds près de votre valve d'eau, vous allez habituellement les trouver. Moi, ce qui me surprend, c'est que les compagnies d'assurance n'obligent pas des clapets anti-retour. Ça leur éviterait, me semble, tellement de sous, parce qu'on entend tout le temps parler de ça, des refoulements d'égouts qui ont été payés par les assurances. OK, c'est bien beau. Les gens ont des nouveaux sous-sols, mais ça me surprend que les assureurs tolèrent que les gens continuent à avoir des maisons sans système. Il y a une grosse polémique sur ça actuellement. Là. Moi, personnellement, je le rendrais obligatoire pour tous les bâtiments. Ça coûte presque rien. C'est ça. Ça, c'est l'autre point. C'est que quand on n'a pas à casser du béton, ça coûte des peanuts à l'installer. Puis casser du béton, c'est pas si cher que ça non plus pour le faire installer. Fait que dans tous les cas, installer un clapet anti-retour. Puis à moins que vous voulez un nouveau sous-sol. La majorité, c'est exactement. Vous voulez baigner dans les égouts dans votre maison. Là. La majorité des inspecteurs que je connais, lorsqu'on ne le trouvera pas, on va recommander de le trouver. Puis s'il n'y en a pas, de procéder à l'installation d'un clapet. Là, je parle pour la majorité des inspecteurs que je connais, mais je pense que la plupart, la grosse majorité des inspecteurs en bâtiment au Québec vont faire la même recommandation que moi. Là. Je pense que oui. Ouais. Ça complète ma liste. Là, juste avant qu'on finisse, là, ça fait déjà 1h20 qu'on parle. Mais c'est bon, c'est excellent. Je pense que la plupart des vendeurs vont vraiment apprécier tous les conseils que tu as donnés, là, le checklist. Là. Comment ils peuvent te rejoindre si, par exemple, ils aimeraient que tu viennes faire un tour chez eux avant la mise en vente ou juste n'importe quand, juste pour, tu sais, que quelqu'un regarde leur maison en profondeur puis fasse la liste avec eux de tout ce qu'ils peuvent faire pour bien maintenir. Exactement. J'offre plusieurs services. J'offre le service d'inspection pré-achat, donc qui est le service qui est l'inspection avant l'achat du bâtiment, qui va faire partie de vos conditions de promesse d'achat. J'offre le service d'inspection pré-vente. Ça, c'est juste pour les vendeurs. C'est une inspection qui est la même inspection qu'une pré-achat, mais avant la mise en marché. Donc, je vais faire les mêmes composantes, la même vérification, mais l'avantage, c'est que vous allez pouvoir, en tant que vendeur, procéder aux correctifs que je vais vous sortir. Ça va éviter plein de soucis à l'inspection pré-achat. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas de grosses surprises qui vont sortir, parce que je vais l'avoir déjà mentionné.
Puis aussi, vous allez pouvoir déjà procéder à des correctifs. Puis aussi, ça va permettre à votre courtier immobilier de faire établir un prix juste de votre bâtiment en conséquence des anomalies que je vais avoir ou peu importe quel inspecteur va avoir découvert en pré-vente. Mm-hmm. Vous pouvez me rejoindre. J'offre aussi le service de bilan de santé. Ça, c'est tout simplement, vous m'appelez, vous voulez savoir votre bâtiment dans quelles conditions, qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est moins urgent un peu. Vous pouvez communiquer avec moi. Je viens chez vous, puis je vous dis qu'est-ce qu'il y en a de votre bâtiment. Et je remets, tous mes inspections sont accompagnées d'un rapport écrit en format PDF aussi, que je vous envoie par courriel. Mes coordonnées, mon nom à moi, Sébastien Lajoie. Mon nom d'entreprise, Inspection S Lajoie. Vous pouvez me rejoindre au 514-561-8824 ou par courriel au inspection avec un S, .lajoie@commercialoutlook.com et Facebook, page professionnelle Inspection S Lajoie. Vous pouvez m'envoyer un message et puis je vais communiquer avec vous. Excellent, merci. Sébastien, je pense que je vais tout mettre tes coordonnées en bas soit YouTube ou le podcast pour que les gens puissent communiquer avec toi. Sinon, ils savent où me rejoindre. Je pense que si les gens ont écouté jusqu'à là, c'est que c'est quelque chose qui les intéresse puis qui trouvent qui est important aussi. Puis c'est important. C'est un gros investissement de maison. Fait que dépenser quelques centaines de dollars pour s'assurer que on étire la vie de notre bâtiment, ça vaut le coup, c'est un bon investissement. Peux-tu finir avec la fameuse phrase que tu dis que j'ai tellement aimée, qu'il n'y a pas de mauvaise maison? Mais il n'y a pas de mauvais bâtiments, il n'y a que des mauvais acheteurs pour certains types de bâtiments. Exactement. Donc, sur ce, je vous dis merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin, puis au plaisir de collaborer avec vous dans un futur rapproché. Merci beaucoup, la situation le permettra actuellement, parce que actuellement, on est confinés à la maison. Donc, oui, c'est ça. J'ai hâte qu'on puisse se retrouver sur le terrain ensemble puis inspecter des maisons ensemble. Moi aussi, j'ai hâte. Merci beaucoup pour ton temps. Ça me fait plaisir. À la prochaine. Bye bye. Bye bye.